Bienvenue dans Contes du Crépuscule, ce sanctuaire où l'histoire se fait murmure au cœur de la nuit, où les ombres du passé glissent doucement jusqu'à vos paupières lourdes, comme un vent glacial venu de Sibérie qui porte encore les secrets d'un homme que personne n'a jamais vraiment compris. Imaginez un paysan sorti de la boue et de la neige d'un village oublié, un homme aux yeux d'un bleu presque surnaturel qui semble plonger jusqu'au fond des âmes. Il apaise un enfant agonisant d'un simple geste, il envoûte une impératrice terrifiée par la maladie de son fils, il fait trembler un empire millénaire jusqu'à le précipiter dans l'abîme. Les uns l'ont appelé saint, guérisseur divin, envoyé de Dieu. Les autres l'ont maudit comme démon, charlatan, faux prophète, incarnation du mal. Grigory Efimovitch Rasputin. Un nom qui résonne encore comme un frisson dans la nuit russe, un nom qui fait naître à la fois fascination et répulsion, admiration et dégoût, curiosité insatiable et peur viscérale. Fermez les yeux. Respirus profundament, lentament. Laissez la neige sibérienne vous envelopper comme un linceul doux et froid. Laissez les murmures de la cour impériale, les cris de la foule affamée, les coups de revolver dans la nuit gelée, les prières désespérées d'une mère et les rires moqueurs d'une aristocratie en déroute vous atteindre. Tout commence maintenant. L'Empire au bord du gouffre. La Russie à l'aube du XXe siècle à la fin du XIXe siècle, la Russie est un géant épuisé, un empire immense aux frontières infinies qui s'étendent de la Baltique glacée jusqu'aux confins brumeux du Pacifique, des steppes kazakhs aux forêts impénétrables de Sibérie. Plus de 120 millions d'âmes vivent sous la couronne des Romanov, des paysans russes courbés sur une terre ingrate qui leur arrache à peine de quoi survivre, des Polonais catholiques qui rêvent d'indépendance, des Juifs confinés dans la zone de résidence et soumis aux pogroms sanglants, des musulmans tatars et ouzbeks aux traditions séculaires, des Géorgiens montagnards fiers et rebelles, des Finlandais, des Baltes, des Arméniens, un empire composite. Une mosaïque fragile tenue ensemble par la seule volonté autocratique d'un tsar considéré comme sacré, oint par Dieu lui-même. Mais l'empire est rongé de l'intérieur par des fissures invisibles qui s'élargissent chaque jour un peu plus. Dans les usines de Saint-Pétersbourg et de Moscou, les ouvriers hommes, femmes, enfants travaillent 14 heures par jour dans des conditions inhumaines pour des salaires de misère. Dans les campagnes, 80% de la population vit encore dans la servitude économique malgré l'abolition officielle du servage en 1861 par Alexandre II. Les paysans, appelés moujiks, portent des chemises de lin grossier, des pantalons rapiécés et des bottes de feutre usées jusqu'à la corde. Ils vivent dans des isbas de bois sombre aux fenêtres minuscules, chauffés par un unique poêle de pierre qui occupe le quart de la pièce unique. L'hiver dure 8 mois, le thermomètre descend à -40 degrés, la neige recouvre tout d'un manteau blanc et silencieux. Pendant ce temps, dans les palais dorés de la capitale impériale rebaptisée Pétrograd pendant la guerre, l'aristocratie danse, jusqu'à l'aube dans des salles illuminées par des milliers de bougies de cire pure importées de France. Les dames portent des robes de soie brodées de perles et de diamants, des colliers de rubis de l'Oural, des diadèmes étincelants. Les hommes arborent des uniformes chamarrés de décoration, des épaulettes dorées, des sabres à poignées d'argent ciselé. On boit du champagne français dans des coupes de cristal de Bohême, on mange des huîtres de la mer Noire servies sur des plateaux d'argent massif, on fume des cigares cubains dans des fumoirs tapissés de velours cramoisi. Les bals se succèdent. Bal de la cour au palais d'hiver, bal chez le prince Youssoupov au palais Moïka, bal chez les Stroganov, chez les Chouvalov, chez les Vorontsov. La musique des orchestres tziganes, violons plaintifs, cymbales vibrantes résonnent jusqu'au petit matin. Mais sous cette apparence de splendeur insouciante, l'angoisse commence à s'infiltrer comme une eau glacée. Des voix nouvelles se font entendre dans les universités, dans les cercles d'intellectuels, dans les imprimeries clandestines. Socialistas revolucionairas, marxistas, anarquistas, populistas. Ils distribuent des tracts imprimés sur du papier bon marché, organisent des grèves sauvages, prononcent des discours enflammés devant des foules d'ouvriers épuisés. Les noms de Plekhanov, de Lénine, alors en exil en Suisse, de Trotsky circulent à voix basse. La police secrète l'Okhrana traque sans relâche ses agitateurs, arrête, torture, déporte en Sibérie des milliers d'opposants politiques. Mais la révolte gronde comme un orage lointain qui se rapproche inexorablement. En 1894, le tsar Alexandre II, surnommé le Colosse pour sa stature imposante et sa poigne de fer, meurt brutalement à l'âge de 49 ans d'une néphrite chronique. Son fils aîné, Nicolas Alexandrovitch, monte sur le trône sous le nom de Nicolas II. Il a 26 ans à peine. C'est un homme de taille moyenne, au visage doux encadré d'une barbe châtain clair soigneusement taillée, aux yeux bleus empreints d'une mélancolie permanente. Il possède des manières exquises, parle couramment le français et l'anglais, aime passionnément sa famille. Mais il n'a ni la force brutale de son père,
ni la ruse politique de son grand-père Alexandre II, qui avait libéré les serfs et modernisé l'Empire avant d'être assassiné par une bombe terroriste en 1881. Nicolas II est un homme pieux, profondément attaché aux traditions orthodoxes, convaincu de la nature sacrée de son pouvoir autocratique. Il croit sincèrement que Dieu l'a placé sur le trône pour guider la Russie vers son destin providentiel. Il se sent responsable devant Dieu seul, pas devant un parlement ou une constitution. Toute tentative de limiter son pouvoir absolu lui apparaît comme un sacrilège, une trahison envers ses ancêtres et envers la volonté divine. Il règne comme un père de famille aimant mais autoritaire, persuadé de toujours agir pour le bien de ses enfants, le peuple russe même, quand ses décisions précipitent le pays dans le chaos. Le 26 novembre 1894, Nicolas épouse la princesse Alix de Hesse-Darmstadt, petite-fille de la reine Victoria d'Angleterre. Alix est une jeune femme de 22 ans, à la beauté austère et glaciale. Cheveux auburn, yeux gris bleus, port de reine. Élevée dans la stricte piété protestante de la cour prussienne, elle se convertit à l'orthodoxie russe avec une ferveur brûlante et prend le nom d'Alexandra Fedorovna. Contrairement à Nicolas qui possède une nature douce et hésitante, Alexandra est une femme de caractère inflexible, têtue, convaincue de détenir la vérité absolue. Elle voue à son mari un amour passionné, presque exclusif, et se coupe progressivement de la cour qu'elle juge frivole et corrompue. Elle préfère la solitude du palais de Tsarskoye Selo, le village du tsar, à 15 km au sud de Saint-Pétersbourg, où elle peut vivre en famille loin des regards indiscrets et des intrigues. Les premières années du règne apportent 4 filles. Olga en 1895, Tatiana en 1897, María en 1899, Anastasia en 1901. 4 grandes duchesses magnifiques, élevées dans la simplicité relative, partageant 2 chambres à coucher, portant des robes blanches brodées à la main. Mais l'Empire attend désespérément un héritier mâle. La loi salique interdit aux femmes de monter sur le trône. Sans fils, la couronne reviendrait au frère de Nicolas, le grand-duc Michel, un homme faible et dissolu. La pression sur Alexandra est immense. Elle prie des heures durant devant les icônes, fait des pèlerinages aux monastères les plus sacrés, consulte des guérisseurs, implore la Vierge Marie et tous les saints du paradis. Et enfin, le 12 août 1904, naît Alexis Nikolaïevitch Romanov, tsarevitch et héritier du trône de toutes les Russies. 2. La malédiction royale. L'hémophilie du tsarevitch, la joie du couple impérial et de tout l'empire est immense. On tire des salves de canon depuis la forteresse Pierre et Paul, on illumine la capitale, on distribue des aumônes aux pauvres, on organise des tédéums dans toutes les églises orthodoxes. Alexandra, épuisée mais radieuse, tient dans ses bras ce petit être fragile aux grands yeux bleus qui représente l'avenir de la dynastie des Romanov. Pendant quelques semaines, tout semble parfait. L'Empire a son héritier, la lignée est assurée, l'avenir paraît radieux. Mais très vite, l'horreur se révèle. Lors du bain rituel du nourrisson, quelques semaines après la naissance, le nombril de l'enfant saigne de manière anormale. Un simple petit saignement, qui devrait s'arrêter naturellement en quelques minutes, continue pendant des heures. Les médecins de la cour, le docteur Eugène Botkin, le professeur Sergueï Fedorov, le pédiatre impérial examinent l'enfant avec une inquiétude croissante. Ils appliquent des compresses, des bandages, des poudres hémostatiques. Rien n'y fait. Le saignement ne s'arrête que très lentement, par lui-même, laissant l'enfant pâle et affaibli. Le diagnostic tombe comme un coup près. Hémophilie. La maladie des rois, transmise par les femmes porteuses, mais qui ne frappe que les hommes. Alexandra est porteuse du gène défectueux hérité de sa grand-mère, la reine Victoria d'Angleterre. Ce gène maudit a déjà frappé plusieurs cours royales européennes. Le prince Léopold, fils de Victoria, mort d'hémorragie à 30 ans. Le prince Friedrich de Hesse, neveu d'Alexandra, mort d'hémorragie cérébrale à 3 ans après une chute banale. Le prince Gonzalo d'Espagne et son frère Alphonse, tous 2 hémophiles, morts tragiquement. La liste macabre s'allonge, et maintenant, c'est au tour de l'héritier du trône de Russie d'être frappé par cette malédiction génétique. L'hémophilie est une maladie terrifiante. Le sang des hémophiles ne coagule pas normalement car il manque un facteur de coagulation essentiel, le facteur 8 pour l'hémophilia, la forme dont souffre Alexis. Chaque coup, chaque chute, chaque mouvement brusque peut déclencher une hémorragie interne. Les hémorragies dans les articulations genoux, chevilles, coudes sont les plus fréquentes et les plus douloureuses. Le sang s'accumule dans la cavité articulaire, provoquant un gonflement énorme, une douleur atroce, une fièvre intense. L'articulation devient violacée, tendue comme un ballon sur le point d'éclater.
L'enfant hurle de douleur pendant des heures, des jours, parfois des semaines. Les hémorragies internes dans l'abdomen ou le cerveau peuvent être mortelles en quelques heures. Au début du XXe siècle, il n'existe aucun traitement efficace. Les médecins sont complètement impuissants. Ils appliquent des sangsues remèdes médiévales totalement contre-productifs qui aggravent les saignements. Ils prescrivent du repos absolu, des bandages compressifs, de l'aspirine, qui fluidifie le sang et empire les hémorragies, de la morphine et du laudanum pour calmer la douleur. Ils injectent du sérum physiologique pour compenser la perte de sang. Mais rien ne peut arrêter une hémorragie interne une fois déclenchée. Il faut simplement attendre, prier, espérer que le corps trouve en lui-même la force d'arrêter le saignement. Pour Alexandra, la culpabilité est insupportable. C'est elle qui a transmis cette malédiction à son fils unique, à l'héritier tant attendu. C'est son sang, son hérédité maudite qui condamne cet enfant innocent à une vie de souffrance et peut-être à une mort précoce. Elle passe des nuits entières à genoux devant les icônes de la chapelle privée du palais Alexandre à Tsarskoye Selo. Elle prie avec une ferveur désespérée, récitant des litanies interminables, implorant la Vierge Marie, Saint Nicolas le Thaumaturge, Saint Séraphin de Sarov, Saint Jean de Kronstad. Elle fait des pèlerinages secrets aux monastères les plus saints de Russie, déposant d'énormes sommes d'argent pour faire dire des messes, allumer des milliers de cierges. Elle consulte des médecins, des guérisseurs, des magnétiseurs, des voyants, des saints hommes errant les startsi. La maladie d'Alexis est gardée secrète. Seules quelques personnes de l'entourage immédiat connaissent la vérité. Les parents bien sûr, les 4 surs-aînés, qui comprennent progressivement la gravité de la situation, le docteur Botkin, qui deviendra plus tard le médecin personnel de la famille et mourra avec elle en 1918, quelques serviteurs de confiance. Le peuple russe ignore tout. On présente le tsarévitch comme un enfant fragile qui doit éviter les exercices trop violents, mais personne ne connaît la nature réelle de sa maladie. Cette dissimulation crée une atmosphère de mystère malsain autour de la famille impériale. Les rumeurs les plus folles circulent. L'enfant est difforme, il est fou, il est possédé par le démon Alexis grandi dans une cage dorée. Il est surveillé en permanence par son diadka, son garde du corps et gouverneur, le matelot Andrei de Revanko, un colosse d'1,90 m au visage carré et aux mains énormes. De Revanko porte l'enfant dans ses bras dès qu'il risque de tomber, le surveille jour et nuit, dort dans sa chambre. Mais Alexis est un enfant vif et curieux qui rêve de courir, de jouer, de grimper aux arbres comme ses camarades. Chaque tentative se termine souvent par une crise. Une chute dans l'escalier, un coup contre une table, un faux mouvement en descendant d'une voiture. Et alors commence le calvaire. L'hémorragie interne, le gonflement, la fièvre, les hurlements de douleur qui résonnent dans les couloirs du palais. Alexandra vit dans la terreur permanente. Chaque jour peut être le dernier. Chaque crise peut être mortelle. Elle dort à peine, maigrit à vue d'île, développe des migraines atroces, des douleurs cardiaques, une sciatique invalidante qui la cloue parfois au lit pendant des semaines. Elle devient irritable, méfiante, paranoïaque. Elle se coupe de plus en plus de la cour, refuse les obligations sociales, annule les réceptions. Elle vit repliée sur elle-même et sur son fils malade, dans une bulle de prière et d'angoisse qui l'isole du monde extérieur. Nicolas, impuissant devant la souffrance de sa femme et de son fils, se réfugie dans le travail administratif et les longues promenades solitaires dans le parc de Tsarskoye Selo. 3. Les origines sibériennes. L'enfance de Grigori Raspoutine pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de la splendeur de la cour impériale, dans un village perdu de Sibérie occidentale, grandit un enfant qui va bouleverser le destin de l'Empire. Grigori Efimovitch voit le jour le 21 janvier 1869 ou le 9 janvier selon l'ancien calendrier julien encore en vigueur en Russie dans le village de Pokrovskoï, district de Tioumen, gouvernorat de Tobolsk. Pokrovskoï est un hameau misérable d'environ 200 âmes, coincé entre la taïga impénétrable et la rivière Touria aux eaux boueuses et glacées. Le village ressemble à tous les villages sibériens de l'époque. Une unique rue boueuse, bordée d'isbas en rondins de bois noircis par le temps, au toit de chaume ou de bardeaux moussus. Pas d'église en pierre, seulement une chapelle en bois dédiée à la protection de la Vierge, d'où le nom du village. Pokrov signifie protection en russe. Pas de médecin, pas d'école pendant longtemps. Les habitants sont des paysans libres, pas des serfs, la Sibérie ayant toujours échappé au servage, mais leur vie est d'une dureté inimaginable. L'hiver dure de septembre à mai. Le thermomètre descend régulièrement à -40 degrés. La neige recouvre tout d'une épaisseur de 2 mètres.
Le soleil se lève à 10 heures et se couche à 15 heures. Pendant les semaines les plus sombres de décembre et janvier, une lumière crépusculaire bleutée règne presque en permanence. La famille de Grigori est pauvre parmi les pauvres. Son père, Efim Yakovlevitch Raspoutine, est charretier et paysan. L'été, il transporte des marchandises entre Pokrovskoï et Tioumen, la ville la plus proche à 80 km. L'hiver, quand les routes deviennent impraticables, il survit en faisant des petits travaux, en pêchant dans les trous percés dans la glace, en chassant les lièvres et les renards dans la taïga. Mais Efim a une autre activité, moins avouable. Il est soupçonné d'être un voleur de chevaux. Dans la Sibérie de l'époque, le vol de chevaux est un crime grave, puni de déportation au bagne ou de pendaison. Les chevaux représentent la survie. Sans cheval, impossible de labourer, de transporter, de se déplacer. Efim, comme beaucoup de paysans miséreux, complète ses revenus en volant des chevaux la nuit pour les revendre loin du village. Il est arrêté plusieurs fois, emprisonné brièvement, puis relâché faute de preuves suffisantes. La mère de Grigori, Anna Vassilievna, est une paysanne robuste mais superstitieuse comme toutes les femmes de Sibérie. Elle croit aux esprits de la forêt et les chis qui égarent les voyageurs, aux roussalki nymphes aquatiques qui noient les imprudents, aux domovi génies domestiques qui protègent la maison si on les respecte et la maudissent si on les offense. Elle connaît les herbes qui guérissent et celles qui empoisonnent, les prières qui chassent le mauvais île, les incantations qui font revenir les amants infidèles. Grigori est l'aîné de la fratrie. Il aura plusieurs frères et sœurs, mais la plupart meurent en bas âge: dysenterie, typhoïde, pneumonie, accident. Seuls 2 ou 3 survivront jusqu'à l'âge adulte. Dès l'enfance, des histoires étranges circulent sur Grigori. Les vieilles femmes du village murmurent qu'il possède des dons surnaturels. À 5 ans, il retrouve un cheval volé en décrivant l'endroit exact où l'animal est caché, alors que personne ne l'a vu quitter le village. À 7 ans, il prédit une tempête de neige 3 jours à l'avance et sauve ainsi un groupe de pêcheurs qui auraient péri sur la rivière gelée. À 10 ans, il calme un chien enragé d'un simple regard et sauve un enfant mordu. À 12 ans, il désigne publiquement le voleur d'une icône dans l'église et le voleur avoue, terrorisé par ce regard bleu qui semble lire jusqu'au fond de son âme. Grigori ne va pas à l'école, il n'y en a pas dans le village. Il reste illettré toute sa vie, incapable d'écrire correctement, traçant des lettres maladroites comme un enfant. Mais il possède une mémoire prodigieuse. Il apprend par cœur des passages entiers de l'Évangile en les entendant lire à l'église. Il connaît des dizaines de psaumes, de prières, de chants liturgiques. Il observe les gens avec une acuité extraordinaire, devine leurs pensées, leurs secrets, leurs désirs cachés. Il développe un charisme naturel, une présence magnétique qui attire et fascine. À 18 ans, il épouse Praskovia Fedorovna Dubrovina, une paysanne du village voisin de Dubrovnoï. Praskovia est une femme simple, travailleuse, dévouée. Elle est plus âgée que Grigori de quelques années. Elle n'est ni belle ni laide, un visage rond, des yeux clairs, des mains rougies par le travail des champs. Mais elle possède une qualité rare. Une fidélité absolue, inébranlable. Elle restera aux côtés de Grigori jusqu'à la fin, malgré les infidélités, les scandales, les humiliations publiques. Ils auront 7 enfants. 3 seulement survivront. Maria, Matrionia, née en 1898, Dimitri, Mitya, né en 1901 et Varvara, Varia, née en 1900. Maria deviendra plus tard une figure pittoresque de l'émigration russe en France, racontant l'histoire de son père dans des livres et des spectacles de cabaret. Mais le mariage ne retient pas l'âme tourmentée de Grigori. Il travaille quelques années avec son père charretier l'été, bûcheron l'hiver. Il construit une isba pour sa famille. Il laboure son lopin de terre, sème du seigle et des pommes de terre. Mais une angoisse intérieure le ronge. Il boit de la vodka jusqu'à l'ivresse dans les tavernes du village, se bat avec ses voisins, fréquente les prostituées de Tioumen lors de ses voyages de transport. Il cherche quelque chose sans savoir quoi, une réponse, un sens, une vérité qui lui échappe. 4. L'illumination. La transformation du paysan en starets vers l'âge de 28 ans, en 1897, une illumination frappe Grigori comme la foudre. Selon certaines versions, il aurait une vision mystique de la Vierge Marie alors qu'il labourait son champ sous un soleil de plomb. Selon d'autres, il aurait une expérience de mort imminente lors d'une noyade dans la rivière Touria. Selon d'autres encore, ce serait la mort successive de plusieurs de ses enfants en bas âge qui aurait provoqué une crise spirituelle profonde. Quoi qu'il en soit, du jour au lendemain,
Grigori abandonne tout. Il laisse sa femme, ses enfants, son père, sa maison, ses champs. Il enfile une longue chemise de pèlerin, prend un bâton noueux, met une icône de Saint Nicolas dans son sac de toile et part sur les routes. Il marche pendant des mois, des années. Il parcourt des milliers de verstes, une verste équivaut à 1,067 km, à travers la Sibérie, l'Oural, la Russie centrale. Il dort dans les monastères qui accueillent les pèlerins dans leurs dortoirs comme un pièce glaciale aux murs nus, où s'entassent des dizaines de corps enveloppés dans des couvertures grises. Il mendie sa nourriture auprès des paysans généreux, qui partagent volontiers leur pain noir et leur soupe de choux avec les pèlerins actes de charité recommandés par l'Église orthodoxe pour gagner le salut. Il prie des heures durant devant les icônes miraculeuses. La Vierge de Vladimir à Moscou, la Trinité de Roublev au monastère de la Trinité-Saint-Serge, Saint Séraphin de Sarov dont les reliques attirent des milliers de pèlerins. C'est lors de ce pèlerinage qu'il arrive au monastère de Verkhotourié, dans l'Oural, au lieu de pèlerinage orthodoxe. Là, il découvre l'existence des Clistis les Flagellants, secte mystique clandestine persécutée par l'Église officielle depuis le XVIIe siècle. Les Clistis pratiquent une religion extatique et sensuelle, mélange hétérodoxe de christianisme orthodoxe et de paganisme slave. Leurs cérémonies secrètes, les radénias, se déroulent la nuit dans des isbas isolés. Les participants, hommes et femmes mêlés, dansent en tournant sur eux-mêmes pendant des heures au son de chants hypnotiques, entrant progressivement dans un état de transe collective. Ils atteignent un état de possession extatique où ils croient recevoir l'Esprit Saint. À l'apogée de la transe, certains tombent en convulsions, prophétisent, parlent en langues inconnues, guérissent les malades par imposition des mains. Mais l'aspect le plus scandaleux et le plus controversé de la doctrine Clistie est leur conception du péché et de la rédemption. Pour eux, il faut d'abord plonger dans le péché jusqu'à l'épuisement complet avant de pouvoir accéder à la vraie rédemption et à la grâce divine. Le péché, et en particulier le péché sexuel, est nécessaire, même obligatoire, sur le chemin du salut. Plus on tombe bas, plus on peut s'élever haut, disent-ils. Il faut vider le péché de soi-même pour pouvoir être rempli de Dieu. Cette doctrine radicale justifie toutes les transgressions. Orgies rituelles, adultère sacré, débauche collective considérées comme des actes de purification spirituelle. Raspoutine n'a jamais officiellement rejoint les Clistis. Il a toujours nié publiquement toute affiliation avec cette secte hérétique, et aucune preuve formelle n'existe. Mais leur influence sur sa pensée est indéniable. Il absorbe leur idée centrale. Le corps doit être brisé, le péché épuisé pour que l'âme puisse s'élever vers la lumière divine. Cette philosophie l'accompagnera toute sa vie et expliquera ses comportements contradictoires. Tantôt ivre et débauché dans les restaurants de Saint-Pétersbourg, tantôt priant des heures dans la plus profonde dévotion, tantôt entouré de femmes séduites, tantôt imposant les mains sur des malades avec une concentration mystique, tantôt blasphémant et jurant grossièrement, tantôt récitant l'Évangile avec des larmes de ferveur. Au fil de ses pèlerinages, Raspoutine développe une réputation de starets, saint homme errant, porteur de la sagesse divine. Le starets est une figure traditionnelle du christianisme orthodoxe russe. Un homme, rarement une femme, qui a atteint un haut degré de perfection spirituelle par la prière, le jeûne et l'ascèse, et qui possède le don de clairvoyance, de guérison et de conseil spirituel. Les vrais startsi vivent généralement retirés dans des monastères reculés comme Optina-Poustin ou Valam, et les fidèles viennent de toute la Russie pour recevoir leurs bénédictions et leurs conseils. Mais il existe aussi des startsi errants, des pèlerins perpétuels qui vivent de charité et parcourent le pays en priant et en guérissant. Raspoutine devient l'un de ces startsi errants. Il retourne périodiquement à Pokrovskoï, où il a fait construire une grande isba à 2 étages, signe de richesse relative pour abriter sa famille et recevoir les pèlerins. Car maintenant, les pèlerins affluent à Pokrovskoï pour voir le starets Grigori. Ils viennent parfois de centaines de kilomètres, marchant pendant des semaines. Ils campent autour de sa maison, attendent des jours entiers pour avoir quelques minutes d'audience. Ils lui demandent de bénir leurs icônes, de guérir leurs maladies, de prédire l'avenir, de résoudre leurs problèmes familiaux, de les conseiller dans leurs affaires. Raspoutine les reçoit dans une pièce spéciale de sa maison, une chambre haute tendue de tissu rouge, meublée de bancs de bois, décorée d'icônes. Il impose les mains, prie longuement, fixe les gens de son regard bleu perçant qui semble lire jusqu'au fond de leur âme. Les témoignages sur ces miracles se multiplient. Une femme stérile tombe enceinte après sa bénédiction, un paralytique se lève et marche, un enfant mourant guérit miraculeusement, un homme retrouve un trésor caché grâce à ses indications, une jeune fille possédée par un démon est exorcisée. Vérité, exagération, légende, autosuggestion, coïncidence?
Impossible de démêler le vrai du faux. Mais la réputation grandit, se propage de village en village, atteint les villes, parvient aux oreilles du clergé et de l'aristocratie. L'arrivée à Saint-Pétersbourg. La conquête de la capitale en 1903, Raspoutine décide de tenter sa chance dans la capitale impériale. Saint-Pétersbourg, rebaptisé Pétrograd en 1914 au début de la guerre pour effacer la consonance allemande, est alors une ville de près de 2 millions d'habitants, capitale de l'Empire depuis Pierre le Grand. C'est une ville au contraste stupéfiant. D'un côté, les larges avenues rectilignes tracées au cordeau, les palais néoclassiques aux façades pastel, jaune, rose, bleu pâle, les ponts élégants qui enjambent la Neva et ses bras, les églises aux dômes dorés qui brillent sous le soleil nordique de l'autre, les quartiers ouvriers misérables entassés à la périphérie, les ruelles sombres où règne alcool, prostitution et criminalité, les usines qui crachent leur fumée noire jour et nuit. La haute société pétersbourgeoise de l'époque est fascinée par l'occulte et le mysticisme. C'est la grande mode. Table tournante où l'on communique avec les morts, séances de spiritisme avec des médiums professionnels, consultations de voyantes tziganes célèbres, expériences de magnétisme animal selon les théories de Mesmer, conférences sur la théosophie de Madame Blavatsky, cercles d'études ésotériques qui mélangent christianisme orthodoxe, bouddhisme, hindouisme et occultisme occidental. Les salons aristocratiques s'arrachent tout ce qui paraît mystérieux, exotique, spirituel. Cette fascination s'explique par un vide spirituel et une angoisse diffuse. L'Église orthodoxe officielle, avec son ritualisme figé et son conservatisme intellectuel, ne répond plus aux questions existentielles d'une époque troublée par les avancées de la science, les bouleversements sociaux, la perte des certitudes anciennes. Raspoutine arrive dans la capitale sans un kopek en poche, vêtu de sa chemise de pèlerin paysanne, de ses pantalons larges rentrés dans de hautes bottes de feutre usé, portant sa besace de toile et son bâton de marche. Il a 34 ans. Sa barbe noire hirsute descend jusqu'à la poitrine, ses cheveux longs et sales retombent sur ses épaules, son odeur de sueur, de cuir et de terre sibérienne le précède. Mais il possède quelque chose d'indéfinissable qui attire immédiatement l'attention. Ses yeux. Des yeux d'un bleu extraordinairement intense, lumineux, hypnotiques, capables de soutenir n'importe quel regard sans ciller. Tous ceux qui l'ont rencontré admirateurs comme ennemi parlent de ses yeux, de leur pouvoir magnétique, de la sensation troublante d'être vu jusqu'au plus profond de l'âme. Il descend d'abord dans des auberges bon marché du quartier de Litanie, partageant un dortoir avec des ouvriers, des soldats démobilisés, des vagabonds. Mais très vite, il établit des contacts. Il visite l'Académie théologique de Saint-Pétersbourg où l'évêque Théophane, un hiérarque influent fasciné par le mysticisme, reçoit régulièrement des pèlerins et des startsi. Théophane est immédiatement impressionné par ce paysan sibérien qui parle de Dieu avec une passion brûlante, qui cite l'Évangile de mémoire avec une justesse théologique surprenante malgré son illettrisme. Il le présente à l'archiprêtre Jean de Kronstadt, starets célèbre et vénéré dans toute la Russie, considéré comme un saint vivant. Jean de Kronstadt donne sa bénédiction à Raspoutine, ce qui équivaut à un certificat d'authenticité spirituelle. Fort de ces recommandations, Raspoutine commence à être reçu dans des salons aristocratiques. La première à l'inviter est la grande-duchesse Militsa Nikolaïevna du Monténégro, épouse du grand-duc Pierre Nikolaïevitch, et sa sœur Anastasia Nikolaïevna, épouse du grand-duc Nicolas Nikolaïevitch. Les deux sœurs monténégrines, surnommées les corbeaux noirs à cause de leurs cheveux et de leurs robes sombres, sont des passionnées d'occultisme. Leur salon est le rendez-vous de tous les mystiques, guérisseurs, voyants et charlatans de la capitale. C'est chez elles que Raspoutine rencontre pour la première fois des membres de la haute aristocratie. Comtes, princes, ministres, généraux. Il produit une impression extraordinaire. Il ne se comporte pas comme un paysan intimidé devant les grands seigneurs. Il tutoie tout le monde, ce qui est une audace inouïe dans une société obsédée par les titres et les rangs. Il s'assoit sans être invité, mange avec les mains, essuie sa bouche graisseuse sur sa manche, boit le champagne comme de l'eau. Mais quand il parle de Dieu, quand il prie, quand il impose les mains, une transformation s'opère. Son visage s'illumine, sa voix devient grave et profonde, son regard se fait intense jusqu'à l'insoutenable. Les dames aristocratiques sont fascinées. Certaines tombent littéralement sous son charme mélange troublant d'attirance sexuelle primitive et de ferveur mystique. La rencontre fatidique. Raspoutine et la famille impériale. La rencontre décisive avec le couple impérial a lieu en novembre 1905, lors d'une réception chez les grandes duchesses monténégrines. La Russie traverse alors une période de chaos absolu. La Révolution de 1905. En janvier, le dimanche sanglant.
Une manifestation pacifique d'ouvriers conduite par le Popgapone vers le palais d'hiver pour présenter une pétition au tsar et mitraillée par la garde impériale, des centaines de morts jonchent la neige ensanglantée. Grève générale, mutinerie, comme celle du cuirassé Potemkin en juin, pogrom antisémite, attentats terroristes contre des gouverneurs et des ministres se multiplient. Nicolas II est contraint d'accorder une constitution et de créer une Douma parlement élu. L'autocratie vacille. Dans ce contexte angoissant, Alexandra cherche désespérément des signes de Dieu, des preuves que la dynastie est protégée par la Providence. Les grandes duchesses monténégrines présentent Raspoutine comme un saint homme venu de Sibérie, porteur de la vraie foi du peuple russe. Alexandra, toujours en quête de guidance spirituelle, accepte de le recevoir au palais Alexandre à Tsarskoye Selo. La première rencontre est brève mais marquante. Raspoutine arrive en fin d'après-midi. Il est introduit dans le salon mauve d'Alexandra, une pièce relativement intime par rapport à la grandeur habituelle des palais impériaux, meublée simplement avec un divan, quelques fauteuils, des icônes au mur. Alexandra est là avec ses 4 filles aînées, Olga à 10 ans, Tatiana 8 ans, Maria 6 ans, Anastasia 4 ans. Le tsarévitch Alexis, alors âgé d'1 an, est dans sa chambre. Raspoutine s'incline profondément, non pas avec la révérence servile des courtisans, mais avec une humilité naturelle mêlée de dignité. Il baise l'icône familiale, fait un large signe de croix orthodoxe, front, ventre, épaule droite, épaule gauche, puis s'assoit sans attendre l'invitation. Il parle simplement, avec son accent sibérien prononcé, tutoyant l'impératrice, ce qui devrait être un crime de lèse-majesté, mais qui, étrangement, ne choque pas Alexandra. Il parle de Dieu, de la foi simple du peuple russe, de la mission sacrée du tsar. Il dit qu'il a prié pour la famille impériale dans les églises de Sibérie, qu'il a eu une vision de la Vierge Marie qui lui a ordonné de venir à Saint-Pétersbourg pour servir le petit père et la petite mère. C'est ainsi que les paysans russes appellent traditionnellement le tsar et la tsarine. Alexandra est troublée. Cet homme sent la sueur et la terre, il mange grossièrement, il parle de manière incorrecte, mais il y a en lui quelque chose d'authentique, de pur, de profondément spirituel. Elle lui parle d'Alexis, de sa terrible maladie, de son angoisse permanente. Raspoutine l'écoute en silence, les yeux fixés sur elle avec une intensité presque insoutenable. Puis il dit simplement : « Ne crains rien. L'enfant vivra. Dieu me l'a montré. Tant que je serai là, il ne mourra pas. » Ces paroles résonnent comme une promesse divine dans le cœur désespéré d'Alexandra. Elle sent que cet homme, aussi étrange et rustique soit-il, est peut-être l'instrument que Dieu lui envoie pour sauver son fils. Mais le vrai miracle, celui qui scellera définitivement le destin de Raspoutine, arrive 3 ans plus tard, en 1908. Le tsarévitch Alexis, alors âgé de 4 ans, fait une chute dans le parc de Tsarskoye Selo. Il se cogne violemment la jambe contre un banc de pierre. Au début, cela semble bénin, une simple contusion. Mais dans la nuit, la jambe commence à enfler de manière inquiétante. Une hémorragie interne massive se développe dans l'articulation du genou. En quelques heures, la jambe devient 3 fois plus grosse que la normale, tendue, violacée, brûlante. L'enfant hurle de douleur. La fièvre monte à 40 degrés. Le docteur Botkin et le professeur Fedorov sont convoqués d'urgence. Ils appliquent de la glace, des bandages compressifs, injectent de la morphine. Rien n'y fait. Les médecins échangent des regards sombres. Cette crise est particulièrement grave. Si l'hémorragie continue, si l'infection se développe, si une embolie se forme, l'enfant peut mourir en quelques jours. Alexandra passe 3 jours et 3 nuits au chevet de son fils. Elle ne dort pas, ne mange presque rien, prie sans interruption. Nicolas, livide, fait les 100 pas dans le palais. Le 5e jour, l'état d'Alexis empire encore. Il délire de fièvre, sa jambe est devenue noire, le pouls est faible et irrégulier. Les médecins préparent les parents au pire. Alexandra, au bord de l'effondrement nerveux, fait appeler Raspoutine. Un télégramme urgent part pour Saint-Pétersbourg où le starets séjourne alors. Il arrive au palais en fin de soirée, couvert de neige, il tombe une tempête. Raspoutine entre dans la chambre de l'enfant. Alexandra et les grandes duchesses sont là, agenouillées, les yeux rougis de larmes. Le docteur Botkin et 2 infirmières observent, sceptiques. Alexis, semi-conscient, gemit faiblement. Sa jambe est énorme, monstrueuse. Raspoutine s'approche du lit lentement. Il fait un signe de croix, s'agenouille, pose ses mains sur la jambe enflée et brûlante. Il ferme les yeux.
Il reste ainsi immobile pendant de longues minutes qui paraissent une éternité. Puis il commence à prier à voix basse, pas les prières liturgiques traditionnelles, mais des mots qu'il semble improviser, un long murmure incompréhensible. Puis il ouvre les yeux, regarde l'enfant intensément et dit d'une voix grave. « Ne t'inquiète pas. Le bon Dieu ne t'abandonnera pas. » Il pose sa main sur le front de l'enfant. Puis il se relève, s'incline devant Alexandra et dit simplement. « Il va dormir maintenant. Demain, il ira mieux. » Et c'est exactement ce qui se passe. Quelques minutes après le départ de Raspoutine, Alexis s'endort paisiblement pour la première fois depuis 5 jours. Le lendemain matin, la fièvre a baissé. L'enflure commence à diminuer. En 3 jours, la crise est passée. L'enfant est sauvé. Les médecins n'ont aucune explication. Le docteur Botkin note dans son journal. Coïncidence inexplicable ou phénomène que la science ne peut comprendre. Pour Alexandra, c'est la preuve irréfutable. Raspoutine est envoyé par Dieu pour sauver son fils, et à travers lui, la dynastie et la Russie tout entière. 7. Le pouvoir occulte. Raspoutine au cœur de l'Empire à partir de 1908, Raspoutine devient un personnage incontournable de la vie politique russe. Il n'a aucun titre officiel, aucune fonction dans l'administration impériale, aucun bureau au palais. Mais il possède quelque chose de bien plus puissant. L'oreille absolue de l'impératrice, et à travers elle, celle du tsar. Alexandra le vénère comme un saint vivant. Elle l'appelle notre ami, le cher homme de Dieu, notre sauveur. Elle lui écrit presque quotidiennement des lettres enflammées, pleines de dévotion mystique, de demandes de prière, de récits détaillés sur la santé d'Alexis. Raspoutine répond avec des lettres étranges, rédigées par un secrétaire car il écrit lui-même avec peine. Ces lettres mélangent prières orthodoxes, métaphores bibliques obscures et conseils politiques très concrets. Il écrit dans un style qui ressemble à celui des évangiles apocryphes. « Petite mère, ne pleure pas. Le soleil brille pour toi. L'enfant grandira et sera fort comme un chêne. Mais les loups rôdent autour du troupeau. Le berger doit être vigilant. Écarte le ministre X, il est un traître. Nomme à sa place, il est fidèle. Ses conseils sont suivis à la lettre. » Alexandra transmet les recommandations à Nicolas qui, épuisé par les affaires de l'État, finit par céder par amour conjugal et par désir de paix domestique. C'est ainsi que Raspoutine influence directement les nominations politiques les plus importantes de l'Empire. En 1911, il obtient le renvoi du ministre de l'Intérieur Piotr Stolypine, homme fort du régime qui tentait de moderniser la Russie par des réformes agraires audacieuses. Stolypine considérait Raspoutine comme un charlatan dangereux et avait fait préparer un dossier de police accablant sur ses murs dissolus. Mais avant que le dossier ne parvienne au tsar, Stolypine est assassiné en septembre 1911 par un terroriste lors d'une représentation au théâtre de Kiev en présence du tsar. Les circonstances de cet assassinat restent troubles. L'assassin, Dmitri Bogrov, était un agent double travaillant à la fois pour les révolutionnaires et pour l'Okhrana. Certains historiens soupçonnent que l'Okhrana a laissé faire pour éliminer un ministre gênant. Raspoutine aurait-il joué un rôle dans cette affaire? Impossible à prouver, mais les rumeurs vont bon train. En 1915, alors que la guerre fait rage et que la Russie subit défaite sur défaite face aux armées allemandes, Nicolas II commet l'erreur fatale de partir au front pour prendre personnellement le commandement des armées. Il laisse Alexandra seule à Tsarskoïe Selo avec les enfants et Raspoutine. Pendant les 2 années suivantes 1915 à 1916 l'impératrice gouverne pratiquement seule, télégraphiant quotidiennement des ordres au tsar absent. Et Raspoutine influence chacune de ses décisions. Il fait tomber les ministres compétents et patriotes pour les remplacer par des hommes médiocres et corrompus, mais qui lui sont favorables. Boris Turmé devient président du Conseil des ministres en février 1916. C'est un vieillard de 68 ans, réactionnaire et incompétent, soupçonné de sympathie pro-allemande à cause de son nom germanique. Alexandre Protopopov devient ministre de l'Intérieur en septembre 1916. C'est un homme à moitié fou, atteint de syphilis au stade tertiaire qui affecte son cerveau, pratiquant le spiritisme et prétendant communiquer avec l'âme de Stolypine. Ivan Gormykine, octogénaire sénile, est rappelé comme Premier ministre. Alexandre Khvostov, le gros Khvostov, homme brutal et sans scrupules, devient ministre de l'Intérieur avant d'être lui-même disgracié. Nikolaï Maklakov, réactionnaire fanatique, est nommé à l'Intérieur. Le carrousel des nominations devient grotesque. En 2 ans, la Russie connaît 4 premiers ministres, 5 ministres de l'Intérieur,
3 ministres de la guerre, 3 ministres des Affaires étrangères. L'administration est paralysée. L'armée manque de munitions, de fusils, de bottes. Les camins de fer s'effondren. Le ravitaillement des villes devient catastrophique. Pendant ce temps, Raspoutine mène une double vie stupéfiante. Le jour, il joue les saints hommes au palais. Il prie avec l'impératrice dans sa chapelle privée, bénit les enfants, conseille le tsar par télégrammes interposés. Le soir, il descend à Saint-Pétersbourg et se livre à des débauches publiques qui scandalisent toute la capitale. Son restaurant préféré est le Yard, établissement luxueux du quartier des théâtres, repère de la bohème artistique, des officiers en goguette et des demi-mondaines. Raspoutine y arrive tard le soir, commandant champagne sur champagne, mangeant gloutonnement avec les doigts, pinçant les serveuses, invitant des femmes à sa table. Des rapports de police détaillés, établis par les agents de l'Okhrana, chargés de le surveiller en permanence, décrivent ces scènes avec une précision clinique. 15 mars 1915, 23h30. Le sujet arrive au restaurant Yard accompagné de 2 femmes non identifiées. Commande 12 bouteilles de champagne. Dancers Tzigans. 1h30, le sujet est ivre, déboutonne sa chemise, montre au client présent un médaillon offert par l'impératrice. Déclare à haute voix. La vieille m'aime bien. Je peux faire d'elle ce que je veux. Propos rapportés par 3 témoins indépendants. Autre rapport. 3 juin 1916, restaurant Villa Rodé. Le sujet en état d'ivresse avancée. A insulté les officiers présents. A uriné publiquement dans le hall du restaurant. A été expulsé par la sécurité. Ces rapports remontent jusqu'au tsar. Mais quand Nicolas tente timidement d'aborder le sujet avec Alexandra, elle refuse catégoriquement de croire à ces calomnies. Pour elle, ce sont des mensonges inventés par les ennemis de Raspoutine pour détruire l'homme que Dieu lui a envoyé pour sauver son fils. Elle brûle les rapports de police sans les lire. Elle accuse ses détracteurs d'être des agents du diable qui cherchent à détruire la foi et la monarchie. Nicolas, épuisé, cède encore. 8. La conspiration. Le piège se referme en 1916, la situation devient intenable. La Russie se désintègre sous les coups combinés de la guerre désastreuse, de la crise économique, de l'incompétence gouvernementale et de la haine populaire contre Raspoutine et l'Allemande. Les défaites militaires se succèdent. La grande retraite de 1915 où l'armée russe abandonne la Pologne, la Lituanie et une partie de la Biélorussie, des millions de soldats meurent ou sont faits prisonniers, souvent désarmés, envoyés au front sans fusil avec l'ordre de ramasser les armes des morts. Les civils fuient par millions devant l'avance allemande, créant un chaos de réfugiés affamés qui errent sur les routes. Dans les villes, la faim s'installe. Le pain manque. Les femmes font la queue pendant des heures glaciales devant les boulangeries. Le charbon manque pour chauffer les maisons en hiver. Les grèves se multiplient dans les usines. Les ouvriers brandissent des pancartes. À bas la guerre. À bas Raspoutine. À bas l'Allemande. La police charge, tire dans la foule, arrête les meneurs. Mais le mécontentement enfle inexorablement. À la Douma, le Parlement impérial, même les députés monarchistes et conservateurs se rebellent. Le 1er novembre 1916, Pavel Milioukov, leader du Parti constitutionnel démocrate, les Cadets, prononce un discours retentissant qui restera dans l'histoire comme le discours de la bêtise ou de la trahison. Il énumère toutes les décisions désastreuses du gouvernement et répète après chacune la question terrible. Est-ce de la bêtise ou est-ce de la trahison? Sans jamais nommer Raspoutine explicitement, la censure l'interdit, tout le monde comprend de qui il parle. Le discours est immédiatement censuré, mais des copies clandestines circulent dans toute la Russie. Le texte est lu dans les cafés, les usines, les casernes. L'effet est dévastateur. Le grand-duc Nicolas Nikolaïevitch, oncle du tsar et ancien commandant en chef des armées, envoie un télégramme brutal au tsar. Il faut choisir. Moi ou Raspoutine. Le grand-duc Alexandre Mikhailovitch, marié à la sœur du tsar Ksenia, supplie Nicolas dans une lettre bouleversante. Toute la Russie vous demande de renvoyer cet homme. Nous sommes au bord de la révolution. Si vous n'agissez pas, il sera trop tard. Même la tsarine douairière Maria Fedorovna, mère de Nicolas, intervient personnellement auprès de son fils pour le supplier d'éloigner Raspoutine. Rien n'y fait. Alexandra refuse obstinément tout compromis. Face à cette impasse, un groupe de nobles décide qu'il n'y a plus qu'une seule solution. Tuer Raspoutine. Non par vengeance personnelle, mais par patriotisme pour sauver la monarchie,
la dynastie, la Russie elle-même. Le chef de la conspiration est le prince Félix Youssoupov, l'homme le plus riche de l'Empire. Félix a 29 ans. C'est un personnage fascinant et trouble. Héritier d'une fortune colossale, les Youssoupov possèdent des palais, des mines, des forêts, des usines à travers toute la Russie, d'une beauté androgyne, bisexuelle, mariée à la grande-duchesse Irina Alexandrovna, nièce du tsar, fille du grand-duc Alexandre, amie de Raspoutine qu'il fréquente depuis plusieurs années. Cette amitié est ambiguë. Youssoupov est à la fois attiré et répugné par Raspoutine. Il le reçoit dans son palais de la Moïka, lui présente des femmes de la haute société, boit et chante avec lui. Mais en même temps, il méprise cet homme qu'il considère comme un paysan grossier, un charlatan, un danger mortel pour la Russie. Les autres conjurés sont le grand-duc Dmitri Pavlovitch, cousin germain du tsar, jeune officier de 25 ans, beau, élégant, un peu faible de caractère mais prêt à tout pour sauver la monarchie Vladimir Pourishkevitch, député de droite à la Douma, antisémite virulent, monarchiste ultra-conservateur, orateur brillant le lieutenant Sergueï Soukotine, officier d'active et le docteur Stanislas Lazover, médecin militaire chargé de préparer le poison. Le plan est minutieusement préparé pendant plusieurs semaines. Yusupov va servir de pat. Il connaît la faiblesse de Raspoutine pour les femmes belles et nobles. Il lui fait miroiter une rencontre intime avec son épouse Irina considérée comme l'une des plus belles femmes de la haute société russe. Raspoutine, flatté et intéressé, accepte l'invitation pour la nuit du 29 au 30 décembre 1916, 16 à 17 décembre selon l'ancien calendrier. Irina, en réalité, n'est pas à Saint-Pétersbourg, elle séjourne en Crimée, mais Raspoutine l'ignore. Le lieu choisi est le palais Youssoupov sur le canal de la Moïka, gigantesque demeure de 200 pièces au cœur de Saint-Pétersbourg. Youssoupov fait aménager une salle au sous-sol comme pièce de plaisir pour attirer Raspoutine. Tapis persan, peau d'ours blanc au sol, divan bas recouvert de soie, icône byzantine au mur, gramophone jouant des airs tziganes. Sur une table basse en ébène. Gâteau au chocolat et au sucre, bouteille de vin de Madère doux que Raspoutine affectionne. Le docteur Lazover a soigneusement empoisonné les gâteaux et le vin avec du cyanure de potassium, poison violent, qui provoque une mort rapide et douloureuse par asphyxie cellulaire. La dose versée serait suffisante pour tuer 5 hommes, d'après Lazover lui-même. Les conjurés se retrouvent au palais vers 22 heures. L'atmosphère est tendue. Pourishkevitch boit pour se donner du courage. Dmitri est pâle comme un mort. Soukotine vérifie plusieurs fois son revolver. Lazover tremble en préparant le poison. Youssoupov, seul, semble calme, presque trop calme. Il enfile un smoking, se parfume légèrement, passe une dernière fois en revue le décor de la salle du sous-sol. Tout est prêt pour le piège. 9. La nuit du meurtre. Une mort qui refuse de venir vers minuit et demi, Youssoupov va chercher Raspoutine à son domicile, un appartement au 64, rue Gorokovaya. Raspoutine est de bonne humeur. Il a revêtu une chemise de paysanne en soie bleu brodée de fleurs cadeaux d'Alexandra, un pantalon de velours noir, de hautes bottes en cuir souple, une ceinture de soie pourpre. Il sent fortement l'eau de Cologne bon marché mêlée à son odeur corporelle. Ses yeux brillent d'excitation et de vin, il a déjà bu plusieurs verres avant de sortir. Il chantonne une chanson paillarde sibérienne. Ils arrivent au palais Youssoupov vers 1 heure du matin. La nuit est glaciale, moins 18 degrés. Une fine neige poudreuse tombe doucement, étouffant les bruits de la ville endormie. Youssoupov fait entrer Raspoutine par une porte de service, pour éviter les regards indiscrets. Ils descendent l'escalier qui mène au sous-sol. Raspoutine découvre la salle préparée pour lui. Il sourit largement, montrant ses dents gâtées. Magnifique. Félix, tu es un véritable ami. Il s'installe confortablement sur un divan, allonge ses longues jambes, accepte un verre de Madère. Youssoupov, les nerfs tendus à se rompre, fait semblant de boire mais ne touche à rien. Il met un disque sur le gramophone Yankee Doodle, air américain à la mode. La musique grêle résonne étrangement dans le sous-sol voûté. Raspoutine boit son premier verre de Madère empoisonné d'un trait. Youssoupov le regarde intensément, attendant les symptômes. Convulsions, suffocation, effondrement. Rien. Raspoutine réclame un gâteau. Il en mange 2, puis 3. Il mâche bruyamment, s'essuie les doigts graisseux sur sa chemise brodée. Il boit un 2e verre de vin, puis un 3e. Il rit, raconte des anecdotes grivoises de sa vie en Sibérie, parle de ses guérisons miraculeuses, des femmes qui se jettent à ses pieds,
de sa dernière visite au palais, où la tsarine l'a embrassé sur le front. 20 minutes passent. 30 minutes. 1 heure. Raspoutine est toujours là, bien vivant, légèrement ivre mais nullement empoisonné. Il réclame sa guitare. Yusupov garde une guitare au palais, et se met à chanter d'une voix rauque, mais juste des chansons populaires russes. À l'étage, les autres conjurés attendent dans une pièce adjacente. Ils entendent la musique, les rires, la voix de Raspoutine qui chante. Pourishkevitch murmure, les mâchoires serrées. C'est le diable. Il est invulnérable. Le poison ne fait rien. Lazover, le médecin, est livide. Impossible. La dose était mortelle. Il devrait être mort depuis longtemps. C'est contre nature. Dmitri arpente nerveusement la pièce, les poings crispés. Au bout d'1 heure et demie, Yusupov remonte discrètement, laissant Raspoutine seul au sous-sol. Les conjurés se réunissent dans la bibliothèque adjacente. Ils sont au bord de la panique. Le plan a échoué. Il faut improviser. Yusupov saisit le revolver de Dmitri, un Browning modèle 1900, petit pistolet semi-automatique de calibre .32, chargé de balles d'homme-dôme à tête creuse qui explosent à l'impact. Il redescend lentement l'escalier, le cœur battant à se rompre. Raspoutine est debout près du gramophone, regardant une grande armoire en ébène incrustée d'ivoire. Il se retourne en entendant Yusupov. Felix. Regardez ce meuble magnifique. Un travail d'artiste. Et Irina? Elle ne vient pas? Yusupov s'approche par derrière, le cœur glacé. Il dit d'une voix blanche. Grigori Efimovitch, il vaudrait mieux regarder ce crucifix et prier. Raspoutine se retourne, étonné. Yusupov lève le revolver et tire à bout portant dans la poitrine, légèrement à gauche. La détonation résonne dans le sous-sol comme un coup de tonnerre. Raspoutine pousse un cri étranglé, porte les mains à sa poitrine, s'effondre sur la peau d'ours blanc. Le sang coule lentement, imbibe la fourrure blanche de taches rouges. Yusupov laisse tomber le revolver, se précipite en haut de l'escalier. Les autres conjurés descendent. Raspoutine gît immobile, les yeux fermés, la bouche ouverte. Le docteur Lazover tâte le pouls. Faible mais perceptible. Puis plus rien. Il est mort, dit-il d'une voix tremblante. Soulagement général. Pourishkevitch débouche une bouteille de champagne. Dmitri s'affale dans un fauteuil, livide mais soulagé. Yusupov remonte, change de vêtements tachés de sang, brûle sa chemise dans la cheminée. Mais 1 heure plus tard, vers 3 heures du matin, Yusupov redescend au sous-sol. Il ne sait pas pourquoi, peut-être une curiosité morbide, une fascination macabre. Il s'approche du corps. Soudain, sans aucun signe avant-coureur, Raspoutine ouvre les yeux. Des yeux terrifiants, injectés de sang, fixes, emplis d'une haine animale. Il se redresse d'un bond mouvement impossible pour un homme abattu d'une balle dans le cœur, pousse un rugissement bestial et se jette sur Yusupov. Ses mains énormes se referment autour du cou du prince. Ses ongles lacèrent la chemise, griffent la peau. Yusupov hurle de terreur puré. Il est vivant. À l'aide. Il se débat, parvient à se dégager, tombe en arrière, remonte l'escalier à 4 pattes, Raspoutine derrière lui. Raspoutine traverse le rez-de-chaussée du palais en titubant, laissant une traînée de sang derrière lui. Il ouvre la porte qui donne sur la cour intérieure, sort dans la nuit glaciale et la neige. Il avance vers la grille du palais, qui s'ouvre sur le canal de la Moïka. Il veut s'échapper, appeler à l'aide. Pourishkevitch et Soukotine se lancent à sa poursuite. Sur la neige fraîche, les traces de pas et de sang sont nettement visibles. Raspoutine atteint la grille, tente de l'ouvrir de ses mains tremblantes. Pourishkevitch s'arrête à 20 mètres, lève son revolver, un Savage modèle 1907, vise soigneusement et tire. Premier coup, raté. Deuxième coup. Touché dans le dos. Raspoutine tombe à genoux dans la neige, se retourne vers eux. Ses lèvres bougent, il articule quelque chose, peut-être une prière, peut-être une malédiction. Troisième coup. Touché à la tête. Il s'effondre face contre terre. Pourishkevitch et Soukotine s'approchent prudemment. Le corps bouge encore faiblement. Ils le frappent avec des crosses de revolver et des matraques en caoutchouc. On entend des craquements sinistres, le crâne qui se brise. Le sang noir se répand dans la neige blanche, créant un halo sombre autour de la tête. Ils traînent le corps à travers la cour jusqu'au palais, laissant dans la neige un sillon rouge. Au sous-sol,
Il l'enroule dans un rideau de soie bleue épais pris dans la salle à manger. Yusupov, revenu de sa panique, participe maintenant au nettoyage des traces. Il porte le corps par l'escalier de service, il est lourd, inerte, le sang continue à suinter à travers le tissu, le charge à l'arrière de la voiture de Soukotine, une Renault noire. Direction. Le pont Petrovski, au nord de la ville, où la petite nef Cabra secondaire du fleuve Neva est gelée mais présente une trouée dans la glace, entretenue pour les besoins des usines riveraines. Il fait maintenant -20 degrés. Le vent glacial coupe le visage comme des lames de rasoir. Les rues sont désertes, silence absolu brisé seulement par le crissement des pneus sur la neige tassée. Ils arrivent au pont vers 5 heures du matin. Le jour commence à poindre cette lumière bleutée et spectrale de l'aube hivernale nordique. Ils sortent le corps de la voiture. Pourishkevitch enlève les bottes de cuir souple, presque neuves pour qu'il coule plus vite et ne remonte pas. Ils soulèvent ensemble le paquet enroulé dans le rideau bleu, font un mouvement de balancier et le poussent par-dessus le parapet du pont. Le corps tombe avec un bruit sourd, disparaît dans l'eau noire sous la glace. Quelques bulles remontent à la surface. Puis plus rien. Le fleuve reprend son cours silencieux. Les conjurés remontent en voiture et rentrent au palais Yusupov. Il faut maintenant nettoyer les traces de sang, brûler les vêtements tachés, inventer des alibis, se préparer aux interrogatoires. Le jour se lève sur Saint-Pétersbourg. La ville s'éveille, ignorant tout du drame qui vient de se jouer. X. La découverte du corps et l'autopsie. La vérité médicale le lendemain matin, 30 décembre, le corps de Raspoutine n'est toujours pas retrouvé, mais sa disparition alarme immédiatement ses proches. Sa secrétaire, Aron Simanovitch, juif ukrainien dévoué à Raspoutine, alerte la police. Des agents de l'Okhrana ont vu Raspoutine monter dans la voiture de Yusupov la veille au soir. Des traces de sang sont découvertes dans la cour du palais Yusupov et sur le pont Petrovski. Une des bottes de Raspoutine est retrouvée sur le pont. L'enquête se resserre rapidement. Le 1er janvier 1917, vers 11 heures du matin, des enfants qui jouent sur la glace de la petite Nevka voient quelque chose de bizarre près du pont Petrovski. Une main émerge de la glace, doigt replié, comme agrippant une dernière fois la vie. Ils courent prévenir un agent de police de faction. Une équipe de pompiers et de policiers arrive rapidement avec des scies, des pioches, des grappins. Il faut plus d'1 heure pour découper la glace épaisse de 50 cm et dégager le corps. Le cadavre est dans un état horrible. Il est gonflé par l'eau glacée, la peau est bleu-noir, les cheveux et la barbe sont gelés en glaçons raides. Le visage est méconnaissable tuméfié, les yeux exorbités, la bouche ouverte figée dans une grimace d'agonie. Mais on reconnaît formellement Raspoutine grâce à sa chemise brodée de soie bleue, cadeau de l'impératrice, et à son médaillon contenant une image de Saint-Nicolas. Les mains sont liées derrière le dos par une corde. Les pieds sont nus, les assassins ont emporté les bottes. Le corps est transporté dans une morgue provisoire de l'école militaire de Tchesme. L'autopsie est réalisée le 2 janvier par le professeur Dmitri Kosorotov, médecin légiste réputé de la faculté de médecine de Petrograd. Le rapport d'autopsie, document médico-légal de 12 pages, conservé aux archives d'État, révèle des détails terrifiants. 3 blessures par balle sont identifiées. Première balle entrée dans la poitrine du côté gauche, légèrement sous le mamelon, ayant traversé l'estomac et le foie avant de ressortir dans le dos, balle de Yusupov, tirée au sous-sol. Deuxième balle entrée dans le dos du côté droit, ayant traversé le rein droit, balle de Pourishkevitch, tirée dans la cour. Troisième balle entrée dans le front entre les 2 yeux, tirée à bout portant distance inférieure à 20 cm d'après les traces de poudre. Balle de Pourishkevitch, coup de grâce. En plus des balles, de multiples traumatismes crâniens sont constatés. Fracture du crâne, enfoncements osseux, hématomes massifs. Les coups ont été portés avec des objets lourds et contondants, probablement crosses de revolver et matraques en caoutchouc. Le nez est cassé, la mâchoire fracturée en 2 endroits, plusieurs dents arrachées. L'oreille droite est à moitié arrachée. Les côtes droites sont fracturées probablement par des coups de pied. Le foie est lacéré. On trouve des traces de violences sexuelles post-mortem, détails ignobles révélés par Kosorotov, mais censurés dans le rapport officiel publié à l'époque. Mais le détail le plus glaçant et le plus significatif est le suivant. De l'eau est trouvée dans les poumons et dans l'estomac. Cela signifie que Raspoutine respirait encore et avalait de l'eau quand il a été jeté dans la Neva gelée. En d'autres termes, malgré 3 balles, de multiples fractures du crâne et une hémorragie massive, Raspoutine était encore vivant lorsqu'il a plongé dans l'eau à -20 degrés.
C'est l'asphyxie par submersion, la noyade, qui a finalement provoqué l'arrêt cardiaque et la mort. Kosorotov estime que la mort est survenue entre 5 et 10 minutes après l'immersion. Le professeur Kosorotov note également un détail mystérieux. Aucune trace de cyanure n'est trouvée dans l'estomac ni dans le sang. Pourtant, les conjurés affirmeront tous que les gâteaux et le vin étaient empoisonnés au cyanure. Plusieurs hypothèses ont été avancées. Soit le cyanure était périmé et inactif, mais l'Azover affirmait qu'il était frais, soit la dose était insuffisante, mais elle aurait dû tuer 5 hommes, soit Raspoutine possédait une résistance naturelle exceptionnelle au poison, phénomène rare mais documenté, soit hypothèse la plus probable, l'estomac plein et l'alcool ont neutralisé le poison en le diluant et en retardant son absorption. La nouvelle de la mort de Raspoutine se répand comme une traînée de poudre dans Petrograd, puis dans toute la Russie. Reactions contradictoires. Dans les salons aristocratiques et à la Douma, soulagement mêlé de satisfaction discrète enfin. La Russie est sauvée. Dans le peuple, curiosité morbide et commentaires superstitieux, on l'a empoisonné, fusillé, battu, noyé et il n'est mort qu'à la fin. C'était un sorcier, un démon, maintenant le tsar va tomber au palais impérial. Effondrement total d'Alexandra qui reste prostrée pendant des jours, refusant de s'alimenter, pleurant sans arrêt. Nicolas, accablé, rentre précipitamment du front. C. Les funérailles secrètes et la prophétie. Le testament de Raspoutine Alexandra exige que Raspoutine soit enterré chrétiennement, avec tous les honneurs dus à un serviteur de Dieu. Mais les autorités religieuses refusent. Raspoutine était un laïc, pas un moine, et sa vie scandaleuse interdit toute cérémonie officielle. Alexandra passe outre. Elle ordonne que le corps soit inhumé dans le parc du palais impérial de Tsarskoye Selo, dans une chapelle en construction dédiée à Saint Séraphin de Sarov. Les funérailles ont lieu le 3 janvier 1917, en présence de la famille impériale uniquement. Nicolas, Alexandra, les 5 enfants, Anna Virubova, dame de compagnie et amie intime d'Alexandra, disciple fanatique de Raspoutine. La cérémonie se déroule dans un secret absolu, à l'aube, sous une neige fine. Le cercueil est porté par 4 matelots du yacht impérial. Un prêtre du palais récite les prières orthodoxes pour les défunts. Alexandra et ses filles pleurent en silence. On place dans le cercueil une icône signée par toute la famille impériale et une lettre manuscrite d'Alexandra. Mon cher martyr, donne-moi ta bénédiction pour qu'elle me suive toujours sur le chemin triste et douloureux que je dois suivre ici-bas. Et souviens-toi de nous dans tes saintes prières. Alexandra. Le cercueil est descendu dans une tombe creusée dans la terre gelée. On rebouche rapidement. Aucune pierre tombale n'est posée pour ne pas attirer l'attention. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques semaines plus tard, en mars 1917, la révolution de février éclate. Le 2 mars, Nicolas II abdique à Pskov. Toute la famille impériale est assignée à résidence au palais Alexandre de Tsarskoye Selo, sous la garde du gouvernement provisoire. L'un des premiers actes du nouveau pouvoir révolutionnaire est d'exhumer le corps de Raspoutine et de le brûler. Le 11 mars 1917, une équipe de soldats révolutionnaires, guidée par un commissaire bolchevique, creuse la tombe dans le parc impérial. Le cercueil est ouvert. Le corps, conservé par le froid, est encore reconnaissable. Il est chargé sur un camion, transporté dans une forêt près de Petrograd. On verse de l'essence, on allume un grand feu. Le corps brûle pendant des heures. Les cendres sont dispersées dans le vent. Mais avant sa mort, Raspoutine aurait écrit une lettre prophétique à l'impératrice, lettre découverte dans les archives impériales en 1917 et publiée par les journaux révolutionnaires. L'authenticité de cette lettre est débattue, certains historiens pensent qu'elle est authentique, d'autres qu'elle a été fabriquée après coup pour la propagande. Voici le texte de cette lettre terrible, datée de décembre 1916, juste avant l'assassinat. Je sens que je quitterai cette vie avant le 1er janvier. Je veux faire connaître au peuple russe, aux pères, à la mère russe et aux enfants, à la terre de Russie ce qu'ils doivent comprendre. Si je suis tué par de simples assassins, et surtout par mes frères les paysans russes, tu, tsar de Russie, n'auras rien à craindre pour tes enfants. Ils régneront encore des centaines d'années en Russie. Mais si ce sont des nobles qui accomplissent ma mort, alors leurs mains resteront souillées de mon sang et ils ne pourront le laver pendant 25 ans. Ils quitteront la Russie. Les frères tueront les frères, ils s'entretueront et pendant 25 ans, il n'y aura plus de nobles en Russie. Tsar de la terre russe, si tu entends la cloche qui t'annoncera que Grigori a été tué, tu dois savoir ceci. Si ce sont tes parents qui ont causé ma mort, alors personne de ta famille,
c'est-à-dire aucun de tes enfants ou de tes parents ne restera en vie plus de 2 ans. Ils seront tués par le peuple russe, j'irai vers Dieu, je serai tué. Tu perdras ton fils et ta couronne. Prophétie ou légende. En tout cas, elle s'est réalisée avec une exactitude glaçante. Raspoutine a été tué par des nobles, le prince Yusupov et le grand-duc Dmitri, parents par alliance de la famille impériale. 2 mois et demi après sa mort, la révolution de février renverse la monarchie. 1 an et demi après sa mort, le 17 juillet 1918, toute la famille impériale est exécutée dans la cave de la maison Ipatiev à Yekaterinbourg. Nicolas, Alexandra, Alexis, 13 ans, Olga, 22 ans, Tatiana, 21 ans, Maria, 19 ans, Anastasia, 17 ans, plus le docteur Botkin, la femme de chambre Anna Demidova, le cuisinier Ivan Karitonov et le valet Aloï Trupp. 11 personnes fusillées dans une cave, leurs corps dissous dans de l'acide puis enterrés dans une fosse commune dans la forêt. Les nobles russes ont fui ou ont été massacrés par centaines de milliers. La prophétie de Raspoutine s'est accomplie jusqu'à la dernière virgule. 12. Epilogue. Le destin des conjurés et le mystère Raspoutine, qu'est-il advenu des meurtriers de Raspoutine? Le prince Félix Yusupov et le grand-duc Dmitri Pavlovitch sont arrêtés immédiatement après la découverte du corps. L'enquête établit rapidement leur culpabilité. Mais Nicolas II refuse un procès public qui ferait un scandale international et ébranlerait encore davantage la monarchie. Il se contente de mesures d'exil. Dmitri est envoyé en Perse rejoindre le corps expéditionnaire russe, Yusupov est exilé dans ses domaines du sud de la Russie. Purishkevitch, député et donc protégé par son immunité parlementaire, n'est pas inquiété. Il repart au front. Ironiquement, cet exil sauve la vie des 2 principaux conjurés. Dmitri et Yusupov échappent ainsi à la révolution et à l'extermination de la famille impériale. Après la révolution, ils s'exilent tous en Europe occidentale. Le prince Yusupov s'installe à Paris, où il vit jusqu'à sa mort en 1967 à l'âge de 80 ans. Il passe sa vie à raconter inlassablement l'assassinat de Raspoutine, publiant plusieurs livres de mémoires, donnant des conférences, intentant des procès en diffamation contre les films et les livres qui le représentent de manière inexacte. En 1965, il gagne un procès retentissant contre les studios CBS qui avaient produit un film le montrant homosexuel et participant à une orgie avec Raspoutine, ce qui était probablement vrai mais impossible à prouver juridiquement. Le grand-duc Dmitri s'exile également en Europe. Il épouse une riche héritière américaine, vit entre Paris et Palm Beach, meurt en 1942 en Suisse. Vladimir Purishkevitch rejoint d'abord l'armée blanche pendant la guerre civile russe, combattant les bolcheviks dans le sud de la Russie. Il meurt du typhus en 1920 à Novorossiysk pendant l'évacuation des troupes blanches. Le docteur Lazover émigre en France, où il exerce comme médecin sous un faux nom. Aucun des conjurés n'exprime jamais le moindre regret pour son acte. Au contraire, tous revendiquent fièrement d'avoir agi en patriote pour sauver la Russie. Mais ont-ils vraiment sauvé la Russie? C'est là toute l'ironie tragique de cette histoire. En tuant Raspoutine, les conjurés pensaient éliminer la cause principale de la décomposition de la monarchie. Ils espéraient que Nicolas II, débarrassé de cette influence néfaste, gouvernerait enfin sagement, que l'impératrice retrouverait la raison, que la Russie serait sauvée. C'est exactement le contraire qui s'est produit. La mort de Raspoutine a précipité la chute finale. Alexandra, dévastée, s'est enfermée dans un deuil mystique, refusant désormais tout conseil, toute réforme, toute concession. Nicolas, désemparé, a abdiqué 2 mois plus tard sans même tenter de défendre son trône. La prophétie de Raspoutine vraie ou fabriquée s'est réalisée. En le tuant, les nobles ont signé leur propre arrêt de mort et celui de la monarchie. Alors qui était vraiment Grigori Raspoutine? Saint ou démon? Guérisseur authentique ou charlatan cynique? Manipulateur génial ou mystique sincère? Agent allemand comme l'ont affirmé ses ennemis? La vérité, comme toujours, est plus complexe et plus nuancée. Raspoutine était tout cela à la fois et rien de tout cela. Il était un produit de son époque et de son milieu. Paysan sibérien illettré mais doué d'une intelligence intuitive exceptionnelle, croyant sincère malgré sa vie dissolue, guérisseur par le magnétisme ou l'hypnose, les contemporains parlent de son regard hypnotique. Profiteur cynique qui utilisait son influence pour s'enrichir et satisfaire ses appétits, prophète qui croyait réellement recevoir des visions divines. Ces miracles de guérison sur Alexis s'expliquent probablement par un mélange d'hypnose, d'effet placebo, de calme imposé,
Alors que les médecins agitaient l'enfant en permanence, Raspoutine ordonnait le repos absolu et l'isolement, et de pure chance statistique, certaines hémorragies s'arrêtent spontanément. Mais pour Alexandra, désespérée, ces guérisons ne pouvaient être que miraculeuses. Elle avait besoin de croire au miracle, donc elle y croyait. Son influence politique était réelle, mais exagérée par ses contemporains. Il a effectivement contribué à des nominations désastreuses, mais la situation de la Russie en 1916 était déjà catastrophique indépendamment de Raspoutine. La guerre était perdue, l'économie effondrée, le peuple affamé et révolté. Même sans Raspoutine, la révolution serait probablement arrivée. Il a été le bouc émissaire commode sur lequel tous aristocrates, libéraux, révolutionnaires ont projeté leur peur et leur frustration. Il symbolisait tout ce qui n'allait pas en Russie. L'obscurantisme, la superstition, la corruption, l'incompétence, l'influence occulte contre la raison et la modernité. Aujourd'hui, plus d'un siècle après sa mort, Raspoutine fascine encore. Des dizaines de livres lui sont consacrés chaque année. Des films, des séries, des documentaires explorent sans fin sa vie extraordinaire. En Russie post-soviétique, il connaît même une forme de réhabilitation. Certains orthodoxes le considèrent comme un martyr injustement calomnié, d'autres le vénèrent comme un starets authentique, d'autres encore y voient un symbole de la vraie Russie mystique et spirituelle contre l'Occident rationaliste et matérialiste. Son village natal de Pokrovskoï est devenu un lieu de pèlerinage. On y a reconstruit son isba, créé un petit musée. Des touristes du monde entier viennent voir la chambre où est né l'homme le plus mystérieux du XXe siècle. Cette nuit-là, au palais Moïka, ne fut pas seulement l'assassinat d'un homme. Ce fut le symbole d'un empire qui s'effondrait sous le poids de ses propres contradictions. Superstition contre raison, tradition contre modernité, foi aveugle contre réforme nécessaire, peur du changement contre nécessité de l'évolution. Raspoutine n'était pas le maître de la Russie, mais il en était le miroir fidèle miroir qui reflétait toutes les failles, toutes les angoisses, tous les fantasmes d'une société au bord de l'abîme. Il n'est pas mort en silence. Il est mort bruyamment, dans le sang, la neige, la violence et la lutte désespérée exactement comme mourra l'empire des Romanov quelques mois plus tard. Sa mort fut le prélude à une apocalypse. Quand on lui a tiré dessus, on a tiré sur toute une époque. Quand on l'a noyé dans l'eau glacée de la Neva, on a noyé 3 siècles de monarchie absolue. Quand on a brûlé son corps en mars 1917, on a réduit en cendres le vieux monde. Que cette nuit vous apporte des rêves de neiges infinies qui recouvrent les secrets enfouis, de regards bleus qui transpercent l'âme jusqu'aux tréfonds les plus cachés, de palais illuminés par des milliers de bougies qui vont bientôt s'éteindre à jamais, de prières murmurées dans l'obscurité d'une chapelle, de prophéties qui se réalisent inexorablement, de destins entrelacés dans la grande tapisserie tragique de l'histoire. Si le destin extraordinaire et mystérieux de Grigori Raspoutine vous a troublé, fasciné, ému, fait réfléchir sur la nature humaine, sur les mécanismes du pouvoir, sur la fragilité des empires et l'éternelle tension entre foi et raison, dites-le moi en commentaire. Quelle autre figure du passé aimeriez-vous que je vous raconte? Cléopâtre et ses amours fatales qui ont fait trembler Rome? Catherine la Grande de Russie et son règne de fer mêlé de débauche? Napoléon Bonaparte et sa chute vertigineuse depuis l'apogée impérial jusqu'à l'exil solitaire de Sainte-Hélène? Marie-Antoinette et sa marche vers l'échafaud? Jeanne d'Arc, paysanne devenue guerrière et martyre? Vlad Dracula, le prince en pâleur qui inspira le mythe du vampire? Lucrèce Borgia, empoisonneuse ou victime? Votre voix guidera notre prochain conte du crépuscule. Que vos nuits soient profondes et paisibles, peuplées de mystères anciens, de murmures sibériens portés par le vent glacial, d'échos lointains d'un empire disparu qui continue de hanter l'imagination collective. Que les ombres du passé vous accompagnent doucement vers le sommeil, vous rappelant que l'histoire n'est jamais tout à fait morte, elle vit encore dans nos mémoires, dans nos rêves, dans ces récits que nous nous transmettons de génération en génération pour ne jamais oublier d'où nous venons et les leçons terribles que le passé tente de nous enseigner. Bonne nuit et à demain pour une nouvelle légende qui surgira des brumes de l'histoire.